Salut, vous écoutez Conseil Immo by WinVest. On va parler investissement, actualité, achat, taux, tendance, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier belge. C'est parti! Comment on passe d'agence immobilière à coproduction d'une émission TV à échelle nationale? Comment l'opportunité s'est-elle présentée? Quel est le rôle de WinVest et qu'est-ce qu'on ne vous dit pas dans cette émission? À l'occasion de la saison 6, on vous dévoile avec Léa, coproductrice de la saison 4, 5 et 6, les coulisses de Je vends ma maison. Salut Léa. Salut Laureline. Bienvenue sur Conseil Immo. Merci. Et du coup, c'est un épisode un peu particulier puisqu'on a toutes les deux à tour de rôle eu l'occasion d'être coproductrices pour Je vends ma maison. Et du coup, on va à la fois prendre le rôle d'interviewer et intervieweuse à tour de rôle. Oui, c'est ça. Et on va commencer du coup par le commencement. On va se replonger 6 ans en arrière. À l'époque, c'est toi qui étais à la tête du projet. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment est né Je vends ma maison? Surtout une question d'opportunité. Notre patron, donc Jonathan, qui a fondé WinVest, il a toujours tendance à dire... il vaut mieux frapper trop fort à une porte que pas assez. Et dans le cadre de Je vends ma maison, ça s'est révélé exact, puisqu'on est arrivé dans l'écosystème de RTL par le biais de la publicité. À l'époque, ils essayaient de se diversifier et du coup, ils essayaient de toucher les PME, les petites et moyennes entreprises, qui d'habitude n'ont clairement pas le budget pour faire de la publicité à la télévision. Et on est rentré dans ce programme et on leur a mis une seule condition, c'était de pouvoir avoir accès à l'équipe divertissement pour leur pitcher le concept de Je vends ma maison. Alors, évidemment, spoiler alerte, c'est pas du tout nous qui sommes à l'initiative du concept en tant que tel. Ça, c'est vraiment la partie RTL. Mais par contre, c'était simplement pouvoir voir s'il y avait une opportunité de créer ce que, par exemple, Stéphane Plaza avait fait en France à l'échelle belge. Donc voilà, ils ont été ouverts à la discussion. Et puis, 6 années plus tard, on est toujours là. Vous avez vu l'opportunité et vous l'avez prise? On a vu l'opportunité, on l'a prise. C'est vraiment ça. Et finalement, oui, je pense que les stats le montrent. Il y a eu une vraie demande pour cette émission et à la belge. Donc oui, c'était une chouette initiative de notre part sur laquelle RTL a clairement jumpé aussi. Et en pratique, comment ça se passe le démarrage? Parce que du coup, on part de zéro. Donc comment ça s'est passé pour WinVest, pour RTL? Comment vous avez mis tout ça en place? Finalement, on a 2 rôles assez distincts, c'est-à-dire que RTL vient avec son expérience télévisée, pouvoir standardiser des process et les rendre les plus télévisuellement attractifs, on va dire, tandis que WinVest a vraiment son rôle d'expert immobilier. Et c'est vrai que pour la première saison, il a fallu s'habituer l'un à l'autre, puisque on n'est pas du tout habitué à comment fonctionne l'autre. Je pense que, comme n'importe quel client, les producteurs de l'émission ont tendance à minimiser les différentes étapes ou le temps qu'on va passer sur chacune des étapes. On ne vend pas un pull sur Vinted, donc parfois une transaction immobilière, ça prend du temps. Ça ne répond pas toujours aux exigences de la télévision, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais donc voilà, ça a été beaucoup d'ajustements, surtout lors de cette première saison, de comprendre comment l'un fonctionne, comment l'autre fonctionne, rester à sa place aussi, de pouvoir chacun amener sa pierre à l'édifice et créer ce programme. Et justement, la première saison est lancée. Et là, les premières critiques. Il y a eu apparemment quelques questionnements. Pourquoi WinVest, parmi toutes les agences immobilières qui existent? Est-ce que tu as la réponse? Alors, pourquoi WinVest? Je te le disais, c'est finalement une opportunité. Je pense que n'importe qui aurait pu aller la saisir. Maintenant, c'est vrai que WinVest est connu pour aller chercher des canaux de communication qui ne sont pas nécessairement plébiscités de base par les autres agences immobilières. Et voilà. Pourquoi WinVest? J'aurais tendance à dire que c'est que comme ça, parce qu'on est novateur, parce qu'on est innovant, parce qu'on a envie de faire les choses différemment, ne pas communiquer comme toutes les autres agences immobilières. Mais c'est vrai qu'on a été pas mal critiqués. Il y a notamment eu des plaintes à l'IPI, parce que dans le premier générique de la saison 1, on disait c'est la meilleure agence immobilière de Belgique. Et du coup, pour ceux qui sont super attentifs, la deuxième saison, c'est parmi les meilleurs agents immobiliers de Belgique. Comme ça, on inclut aussi d'autres personnes. Et je pense qu'il a fallu aussi mettre davantage de mention légale, comme quoi c'était un programme sponsorisé par WinVest. Alors ça, c'est aussi les petites distinctions qu'il y a pu y avoir face à ces remarques, mais globalement, on était dans la totale légalité et dans nos droits de faire cette émission TV. Voilà. Et du coup, quel a été vraiment le rôle de WinVest? Parce qu'en fait, une émission comme ça, on pourrait se dire, RTL... peut la gérer, il a juste besoin d'agents immobiliers et c'est tout. Et pourtant, on est quand même pas mal inclus dans la mise en pratique de l'émission. Qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Mais je pense que ce qui fait la force de WeInvest, c'est notamment que l'agent immobilier, il est entouré par tout un tas d'expertises, technologie, marketing, etc. Et faut savoir que lors d'un tournage, on est tellement dans le mouvement et dans la discussion avec le client que parfois on en oublie aussi certaines choses. Donc, voir les détails que l'agent immobilier ne se rend pas compte dans un discours commercial, bien faire attention aux mentions légales, etc. Donc voilà, c'était vraiment pouvoir s'assurer que l'agent immobilier, il était à son meilleur jour. Aussi le côté, là, on ne comprend pas très bien ce que tu veux dire, parce que toi, c'est du jargon immobilier, tu es dans le quotidien tout le temps. Essaie de le tourner de manière différente, parce qu'il ne faut pas oublier que la persona type de RTL, c'est Janine de Marcinelle, qui a 40 ans passés. Elle n'est pas dans le jargon immobilier. Il faut vraiment pouvoir vulgariser chacune des étapes. Voilà, il tient un peu un œil neutre pour pouvoir être sûr que l'immobilier était correctement représenté finalement à la télé. C'est tout à fait ça. Je pense que parfois, c'est important d'avoir ce ping-pong, même si tu dis il y a des habitudes qui sont créées. Thomas, le producteur, est bien conscient désormais des délais de l'immobilier et que parfois tout ne roule pas aussi facilement qu'un programme TV, on va dire. Mais malgré tout, je pense que c'est important qu'il y ait ce ping-pong WeInvest RTL et pas, tu le mentionnais tout à l'heure, juste RTL qui va chercher 3 agents immobiliers qui pourraient faire le programme de son côté. Oui, tout à fait. Et ça, à la limite, même à la saison 6, c'est toujours le cas. On a beau être dans un processus qui roule, il y aura toujours cet aspect où on a besoin d'avoir le côté marketing, le côté immobilier qui rappelle peut-être au côté télévision et attention, ici, ça reste quand même des vraies transactions avec des vraies choses à prendre en compte. Le show repose sur la transaction. C'est ça, je pense qu'il y a peut-être un aspect grandiose de télé et que du coup, il y a cet oubli que ce sont des vrais acheteurs qui sont en train de faire des vraies transactions avec du vrai argent et que donc peut-être que quand ils viennent signer une offre, leur demander directement, ça vous dit de faire la visite filmée, c'est un petit peu trop rapide. Il y a plusieurs grosses étapes qui se passent déjà d'un point de vue personnel. Ils sont en train d'acheter une maison ou un appartement, donc c'est déjà gros. Donc il faut savoir un peu gérer. Tempérer. Oui, voilà, cette balance entre oui, on fait de la télé et il faut montrer ce qui se passe, mais attention, c'est des vrais humains qui sont en train de faire des transactions qui sont importantes pour eux, comme pour le vendeur, comme pour l'acheteur, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre les premières saisons et puis les 3 suivantes ? Oui, je pense qu'il y a vraiment 3 gros points pour moi qui ont évolué. Il y a déjà le format, mais à la base, on n'était pas sur des formats 45 minutes comme on a aujourd'hui. C'était beaucoup plus court. C'était pas le dimanche. On était dans un créneau horaire peut-être un petit peu moins avantageux. Et au fur et à mesure, on a pu atteindre ce format un peu plus long, des créneaux horaires qui sont plus vus. Et je pense que c'est vraiment le signe que l'émission plaît. Et ça fait plaisir. Il y a aussi l'aspect participant. Je pense qu'au début, quand les participants postulaient pour être vendeurs dans Je vends ma maison, ils arrivaient un peu sans savoir à quoi s'attendre. Ils ne connaissaient pas particulièrement l'émission. Ils avaient vu une pub à la télé. Ils se sont dit go, je m'inscris. Alors qu'aujourd'hui, je remarque complètement l'effet opposé. Ils arrivent presque en sachant ce qu'ils veulent qu'on fasse dans leur maison, presque en ayant l'agent immobilier déjà dans leur tête. Mais ça, par contre, ils ne savent pas qui sera sur les chaises face à eux. Donc parfois, il y a des petits revirements de situation. Mais ils arrivent très préparés. Ils connaissent l'émission. Ils ont vu presque toutes les saisons précédentes et ils savent exactement comment ils imaginent leur aventure. Ouais, exactement. Okay. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis, il y a vraiment le contexte dans lequel a été tournée l'émission, je pense, au début et maintenant. Le marché immobilier, il a énormément évolué et on le remarque. On a commencé avec un marché peut-être un peu plus favorable. Là, on est dans un marché un peu plus stable. Mais ça, peut-être que tu es mieux placé que moi pour avoir une vision d'ensemble. Est-ce que chaque saison a eu un peu son contexte ? Je dirais que la première, on l'a dit, c'était la découverte, etc. Donc, tout a pris potentiellement plus de temps parce que tout était à faire. Mais comme tu le disais, les taux étaient en notre faveur et c'était assez positif. Donc, on a eu des très belles success stories. Et puis, je rajouterais le fait que, oui, les candidats ne savaient absolument pas à quoi s'attendre et on a dû parfois aller chercher des personnes pour participer à l'émission. Une première émission, surtout dans le cadre de vendre une maison, alors tu dis, oui, je vois l'opportunité pour moi, mais est-ce que j'accepte d'être filmée, etc. C'est toujours un peu plus compliqué. Donc ça, c'était la première saison. La deuxième,
Pandémie Covid, on est en 2020, l'agent immobilier ne peut plus travailler. Ça, c'était un gros stress. Heureusement, on avait une carte presse, donc on pouvait continuer à faire des tournages. Mais c'est aussi le moment où on a dû commencer à porter des masques. C'était compliqué, sauf pour le monteur. Il disait que c'était très facile parce qu'avec le masque, quand on ne voyait pas les expressions du visage, c'était beaucoup plus facile pour couper les différents mouvements. Donc voilà, ça c'était un petit peu la petite subtilité technique. Mais au niveau réalisation de l'émission, ça a été très compliqué parce que pendant 3 mois, on n'a plus rien tourné du tout. C'était compliqué. Saison 3, je pense reprise des choses en main. Les taux sont toujours très bas et par contre les gens se ruent sur l'immobilier. Je crois que ça a été une de nos meilleures saisons en termes d'expérience client parce qu'on vendait des maisons à 20, 30, 50 000 euros au-dessus du prix. Les gens étaient en pleurs. Enfin voilà, c'était la saison des success stories, quoi. La saison des success stories, c'est vraiment ça. Et puis saison 4, ça a dû être la hausse des taux hypothécaire et du coup beaucoup plus au niveau de faire comprendre aux acheteurs mais aussi aux vendeurs qu'une transaction ça met plus de temps et c'est pas parce qu'on passe à la télé que ça fait un changement parce que les acheteurs ils sont là et leur capacité d'emprunt elle a été diminuée donc voilà plus compliqué en termes de success story et puis surtout c'est aussi faire comprendre à RTL que maintenant on revient sur un rythme qui était normal. Ils s'étaient habitués pendant 3 ans à des ventes qui partaient comme des petits pains, j'ai envie de dire, en quelques jours. Et puis là, on revenait sur un rythme plus lent. Je dirais que la saison 5, et là tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça a été beaucoup dicté par les primes et les exigences énergétiques qui ont commencé à prendre le dessus puisque il y avait cette augmentation des prix de l'énergie et du coup les gens ont commencé à faire beaucoup plus attention. Donc je dirais que c'est une saison qui est peut-être un peu plus tournée vers l'écologie ou en tout cas comment réduire sa PEB. Et puis la saison 6, à toi de me dire. Là on est à fond dans les mesures gouvernementales. Cette année il y a eu la baisse des droits d'enregistrement, il y a eu toutes les mesures du gouvernement Arizona, etc. Donc ça a évidemment chamboulé pas mal de projets, mais ça nous a pas spécialement porté préjudice. Je pense qu'au final, ce qui a été le plus compliqué, c'est en fait cette saison 3 qui a tellement augmenté les espérances des vendeurs que tout ce qu'il y a eu après, toutes les saisons qu'il y a eu après, on a dû un peu batailler parce qu'on retourne sur un marché qui est soit normal, un peu plus stable, soit justement avec des crises énergétiques, etc. Et donc on doit faire face à un retour à la réalité après une période complètement exceptionnelle. Et donc, comme on le disait, les gens, ils ont vu les émissions, donc ils arrivent avec des attentes incroyables. Et puis ici, on revient sur un marché qui est un peu plus classique, avec des ventes qui prennent un temps normal de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc ça, c'est vrai qu'au-delà du contexte du marché, il y a aussi le contexte de ce que les gens attendent après avoir connu ce marché un peu exceptionnel. Et donc, au final, les mesures gouvernementales de cette année ont été dans notre sens, je dirais, parce qu'en fait, avec les baisses de droits d'enregistrement, il y a eu quand même un regain sur le marché, stabilisation des taux d'intérêt aussi qui nous a aidés, donc voilà. Oui, stabilisation des taux, effectivement, je pense qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en attente en disant « mais ça va rediminuer ». Spoiler alerte, ce ne sera pas le cas, en tout cas pas dans les prochaines années, donc voilà, les gens se redisent « voilà ». J'ai loupé le coche, potentiellement, à moi de jouer avec les nouvelles cartes que j'ai en main. J'ai envie qu'on parle un peu des coulisses de l'organisation, à commencer par peut-être le casting, que ce soit celui des agents et puis celui des propriétaires. Comment ça se passe et sur quels critères vous choisissez les candidats, par exemple ? Alors pour les agents immobiliers, on leur demande d'envoyer une petite vidéo d'eux-mêmes. L'objectif, c'est vraiment de voir comment ils se comportent face à la caméra, est-ce qu'ils sont à l'aise, quelle est leur énergie. Donc ça, c'est pour la partie un peu plus télévisuelle. Et puis après, il y a l'aspect un peu plus pratico-pratique de WeInvest. On cherche à avoir des directeurs d'agence, des agents immobiliers qui sont agréés IPI. Forcément, on est dans l'immobilier, donc il faut garder tous ces aspects techniques en tête. Et puis alors, une fois qu'on a fait cette présélection, les agents immobiliers se rendent chez RTL. Ils rencontrent le producteur et alors on leur fait des petites interrogations, si je peux dire ça comme ça, sur des sujets très simples en fait. Simplement, par exemple, expliquer ce que c'est le score PEB. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de voir à quel point
point ils peuvent être pédagogues et pouvoir faire passer les idées à la télé, en fait. Donc ça, c'est pour les agents immobiliers. Et donc un très bon agent immobilier n'est pas nécessairement quelqu'un qui va bien passer à la télévision. Non. Il faut pouvoir déjà... vulgariser, pouvoir exprimer correctement tes idées. Il faut se dire, encore une fois, mais tu l'as très bien dit tout à l'heure, que les personnes qui regardent Je vends ma maison ne sont pas spécialement des personnes qui ont des connaissances en immobilier. Je pense qu'il y a un aspect, on aime bien voir les transformations de maisons, etc. Il y a beaucoup de gens qui regardent pour ça. Donc, il y a des concepts immobiliers qu'il faut expliquer et qu'il faut savoir expliquer. Et c'est pas parce que toi, tu le sais que tu sais l'expliquer correctement à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on teste, puisque bon, l'objectif, c'est quand même aussi que les personnes qui regardent Je vends ma maison ressortent avec quelques petites trucs et astuces. Connaissances dans l'émission, quoi. Ok. Donc ça, c'est pour les agents. Et alors, pour les candidats, on regarde plusieurs actes. Bon, déjà, l'histoire, on s'en doute, il y a quand même toujours un aspect télé qu'on n'oublie pas. Donc, on cherche à avoir des histoires marquantes à raconter. La localisation, on le sait, en Belgique, chaque quartier, chaque commune, chaque région a un peu sa propre réalité. Et donc, on essaye d'avoir des maisons qui sont situées un peu partout pour pouvoir représenter, en fait, toutes ces réalités. De marché. Exactement, de marché. On cherche aussi la diversité immobilière, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir des biens de prestige, on aime bien avoir des petites maisons complètement à rénover, on aime bien avoir des appartements, donc pour les types de biens et aussi pour les histoires. On a par exemple eu un achat via un site de vente aux enchères qui s'était mal passé. Mais tout ça, c'est des petites histoires qui diffèrent du quotidien et qui nous permettent d'aborder ce genre de sujet aussi à la télé. Donc ça, la diversité, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'avoir au maximum pour représenter, encore une fois, un maximum. Et alors, il y a la vendabilité. Alors, tout bien est vendable, mais pas à n'importe quel prix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vérifie avec les propriétaires avant. Est-ce que leurs attentes sont cohérentes avec la réalité du marché ? Si on se rend compte que le propriétaire a un prix en tête qui est complètement démesuré par rapport à notre estimation, et qu'en plus, il n'est pas prêt à entendre les conseils d'un agent immobilier, on ne va pas plus loin. On va tous perdre notre temps. Nous, c'est pas parce qu'on est à la télé qu'on va faire de la magie. Miracles, L'acheteur, il achète un bien immobilier, il n'achète pas une présence télévisuelle. Le bien ne change pas, il ne prend pas de valeur par rapport à ça. Donc, voilà, il faut que le propriétaire soit cohérent et réaliste par rapport à ce qu'il vend. Si c'est le cas, alors let's go. Et si c'est pas le cas, alors ne perdons pas de temps. Il y a d'autres personnes, je pense, qui ont de belles histoires à raconter aussi. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, s'il y a des candidats ou des futurs candidats de Je vends ma maison qui nous écoutent, quels seraient pour toi les critères qui font que tu serais d'office choisi dans le casting ? Est-ce qu'il y en a déjà ? D'office choisi, je pense pas, parce qu'en fait, ça dépend un peu des personnes qu'on aura vues avant, qu'on aura vues après. Voilà, comme je dis, on cherche beaucoup de diversité d'histoires, etc. Donc, peut-être qu'une personne aura une super histoire, un bien qui est très très chouette, mais en fait on aura vu un autre candidat qui est très similaire juste avant et du coup on perd cet aspect de diversité. Donc il n'y a pas de gagnant à tous les coups, mais je pense qu'un point qui peut aider, c'est une personne qui nous dit voilà, je fais confiance en l'agent immobilier, je suis vos conseils, et si on voit que le mindset de la personne, en plus des critères que j'ai cités précédemment, est bien présent, alors je pense que c'est un petit bonus pour cette personne, parce qu'à partir du moment où on sent qu'elle est prête à faire confiance, on se dit qu'on a beaucoup de chance d'avoir une success story, et c'est ce que tout le monde veut, pour le vendeur évidemment, pour Winvest aussi forcément, et pour RTL évidemment aussi. Donc tout le monde est gagnant, quoi. Tout le monde est gagnant avec une success story. Donc à partir du moment où on a face à nous quelqu'un qui nous dit j'ai conscience que tout ce qui a été fait précédemment, il y a eu des erreurs, et maintenant je suis prêt à me remettre en question et à faire confiance à un professionnel par exemple, voilà, je pense que c'est un bon mindset qui peut jouer, mais il y a évidemment l'aspect tous les autres candidats qui sont là, et on cherchera toujours à avoir un maximum d'histoires différentes pour pouvoir représenter un maximum de situations. Donc il n'y a pas dans tous les cas, si je dis ça et ça, je suis pris, non. Mais voilà, il y a des facteurs qui peuvent aider. Il y a une autre question qui me vient en tête. Du coup, vous recevez plus ou moins combien de candidatures par saison ? Je pense que mes saisons étaient très différentes de la vôtre. Comme tu dis, l'émission prend en notoriété. Ouais.
Comment ça se passe un casting? Combien est-ce que vous écrémez déjà en amont? Vous rencontrez tout le monde? Alors, on a à peu près une centaine de candidatures en général par saison. Il y a un écrémage, mais qui en fait n'en est pas vraiment un. On vérifie juste que la maison n'a pas été vendue depuis que la personne a postulé, par exemple, ce genre de choses. Donc, est-ce que la personne est toujours prête à vouloir passer à la télé, raconter son histoire à la télé? Mais c'est tout. Si la maison est toujours en vente et que la personne est toujours partante, on rencontre tout le monde. D'accord. Et ça alors, doit être un boulot titanesque, non? C'est plusieurs jours, ce qui s'étale sur plusieurs semaines de rencontres de personnes, oui. Mais franchement, c'est toujours hyper enrichissant. Que la personne soit prise ou non, ça reste des belles histoires qu'on découvre. Et puis, s'ils veulent travailler avec Winvest après, il y a toujours l'opportunité de le faire aussi. Donc, c'est pas des personnes où on se dit, on va les laisser dans leurs difficultés et voilà, l'histoire s'arrête là, pas d'émission pour vous, au revoir. Non, on leur propose évidemment de toujours avoir un soutien par la suite de la part de Winvest. Donc voilà. Avec les standards de Java en maison, évidemment. Évidemment, et il n'y a pas qu'à la télé qu'on fait un service 5 étoiles. Hein. On peut peut-être aborder l'envers du décor d'un tournage, parce que pour ceux qui nous écoutent, ils n'ont peut-être pas conscience du travail que représente une émission comme celle-là, ou en tout cas une saison. Comment s'organise le tournage d'une saison ? Alors, c'est vraiment les mêmes étapes qu'on va voir à la télé en x16, en gros. Donc, on va avoir d'abord ce tournage... Parce que 16 candidats. Parce que 16 candidats, exactement. On va avoir ce tournage, donc choix d'agent. Donc là, pendant un week-end, voire 2 week-ends en fonction des agendas, les candidats vont venir donc dans nos bureaux et ils vont rencontrer donc les agents immobiliers et faire leur choix sur qui est-ce qu'ils souhaitent qu'ils vendent leur maison. Donc ça, c'est le premier tournage. On enchaîne alors avec les tournages estimation et encore, comme je le disais, il faut tout imaginer en x16. Donc, c'est les 16 biens qui vont être estimés. Donc, l'agent immobilier découvre la maison pour la première fois. Il fait son estimation et ça dure sur plusieurs semaines en général. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'agendas à coordonner. On a les candidats, les ingé-sons, les cadreurs, le producteur, l'agent immobilier. Bref, ça fait beaucoup d'agendas à gérer, donc en général, ça prend déjà quelques semaines pour arriver au bout de ces tournages d'estimation. Rebelote 16 fois les tournages travaux, on rajoute les agendas des corps de métier dans tout ça, donc on est sur quasiment parfois des mois. Et puis une fois que les tournages travaux sont finis, là ça y est, on peut mettre la maison en vente, et donc on va avoir les premières visites. Et donc, tu connais la chanson, 16 fois les tournages des visites. Et on finit donc avec 2 week-ends de tournage d'offres où les candidats vendeurs viennent découvrir s'il y a des boîtes. Et s'il y a des boîtes, qu'est-ce qui s'y trouve. Ok. Et surtout que tu vas me dire, les tournages visites, c'est encore plus aléatoire puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir de la demande pour le bien. Et du coup, ça va être rebondir sur la balle et se rebondir sur l'opportunité de... C'est ça. Il faut trouver l'acheteur ou le visiteur qui accepte de te filmer. Encore une fois, il faut se dire, on est toujours avec des vrais humains qui sont en vraies transactions immobilières. Donc, quand tu visites une maison, tu n'as peut-être pas envie qu'on te redise 3 fois « Attends, remets-toi dans l'encolure de la porte et refais ton entrée. » Toi, tu es en train de te dire « Mais moi, je veux réfléchir. Si c'est du double vitrage, c'est quoi le type de chauffage ?» Donc, il faut aussi se mettre à la place des acheteurs qui... Un tournage n'est pas une visite classique, il faut quand même l'imaginer. Il y a plusieurs reprises, il faut se mettre dans un sens comme ceci, comme cela, mais mets-toi plutôt comme ça parce qu'on ne voit pas bien la caméra. Et donc, l'acheteur, il doit à la fois penser à tout ça et à la fois penser au fait que il faut quand même qu'il regarde à quoi ressemble cette maison et quels sont ses aspects techniques. Donc, tout le monde n'accepte pas et c'est tout à fait normal. Même au niveau budgétaire, on n'a pas forcément envie que les gens sachent quel budget on a pour acheter une maison, etc. Donc, voilà, il faut trouver les visiteurs qui acceptent, il faut trouver les visites déjà, il faut trouver pour que les agendas marchent, encore une fois. Donc voilà, il y a beaucoup. Un sacré challenge. Exactement. Ok, mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler. Il y a plein aussi de petites subtilités dans le tournage qu'on n'imagine pas. Le fait de répéter à peu près chaque scène 3 fois. Parce qu'il y a d'abord une caméra sur l'un, une caméra sur l'autre, et puis une caméra d'ensemble. Ça, on n'y pense pas. On a l'impression que tout est fluide. Mais parfois, surtout dans les tournages, dans les maisons, on n'a pas toujours l'opportunité d'avoir 5 caméras en simultané parce que les lieux ne s'y prêtent pas. Et donc, il faut toujours tout recommencer. Il faut avoir une sacrée patience. Et puis, tu le disais aussi, on rentre dans l'intime des gens. C'est l'immobilier, c'est leurs finances, etc. Et c'est des discussions parfois
pas facile. Je pense aux propriétaires, quand on leur annonce la valeur de leur maison, c'est parfois la douche froide. Parfois, ils ont des attentes qui ne correspondent pas à la réalité du marché. Donc, c'est parfois difficile et il faut se dire, faut leur demander de répéter 3 fois, faut accepter d'être filmé dans ces moments forts, etc. Faut accepter qu'il y ait, on a l'impression qu'on est sur une discussion en 101 entre humains, mais il y a 3, 4, 5 personnes qui sont en train de scruter chaque fois ce que vous êtes en train de dire, parfois même jusqu'à 15 personnes lorsque c'est les tournages des boîtes ou du choix d'agents. Donc, c'est pas du tout un média de l'intimité. Non, vraiment pas. Il y a tout un staff qui est à chaque fois présent, et quand tu es dans une discussion où, au final, comme tu le disais, tu découvres le prix de ta maison, ou tu découvres les offres que tu reçois, tu as tes propres émotions, plus le fait que tu es dans un cadre pas du tout naturel au final, et il faut arriver à jongler avec ça. Donc, c'est vrai que quand on voit le résultat final à la télé, on réalise pas tout ça. Mais évidemment, nos candidats vendeurs et même nos agents immobiliers sont parfois dans des situations à devoir rejouer plusieurs fois des scénarios où, en fait, c'est soit pas agréable, soit c'est génial parce que c'est une ouverture d'offre et il faut être content juste après, tu vois. Donc c'est vrai que c'est des petites choses qu'on n'imagine pas quand on regarde, mais qui sont bel et bien présentes lors des tournages. Ouais. D'après toi, c'est quoi les plus grosses difficultés de vendre un bien via la télé, outre finalement l'aspect émotionnel qu'on a déjà abordé, par rapport à une vente classique? Pour moi, le truc qui me vient directement, c'est le timing. En fait, il faut bien imaginer que dans une vente classique, entre guillemets, on enchaîne les étapes, alors que dans Je vends ma maison, tout est régi par rapport au timing des tournages. Et donc, comme je le disais, il y a à chaque fois 16 biens à tourner. Donc, il faut se dire qu'entre le moment où l'agent immobilier reçoit le mandat de vente et le moment où il peut réellement la commercialiser, il y a des mois parfois qui s'écoulent. Et puis après, on a le phénomène inverse qui est qu'il faut que ça aille très vite, parce qu'une fois que c'est commercialisé, il y a cette idée que il y a la diffusion qui a lieu et qu'il faut que ça soit vendu pour le moment de la diffusion. Donc, on commence dans un premier temps avec des timings qui sont très longs et parfois un peu frustrants parce qu'on ne peut pas encore commercialiser, il faut attendre que les travaux soient faits. Et puis en un coup, une fois que c'est fait, là c'est l'inverse, hop, il faut vendre en quelques mois des maisons qui, je le rappelle, en général, s'ils sont dans Je vends ma maison, c'est parce qu'elles sont en vente depuis 1 an, 2 ans, même parfois plus. Donc il faut se dire que c'est un gros challenge, c'est très énergivore pour nos agents immobiliers parce qu'il faut mettre 1001 choses en place très vite, un marketing, il faut être disponible tout le temps, il faut vraiment se dire que voilà, il y a cette deadline de télévision, de diffusion, qui n'est pas repoussable. Voilà, on a notre credo entre telle date et telle date, il faut qu'on puisse montrer nos ventes à ce moment-là. Et que la crédibilité, en tout cas l'image de l'agent immobilier, même si ce n'est pas nécessairement faute de moyens qu'il a pas réussi à vendre cette maison, parce que, qu'on se le dise, généralement, ce n'est pas la faute de l'agent immobilier si le bien ne se vend pas. Il y a parfois... comme dans tout secteur, il y a des personnes incompétentes, évidemment, mais là, en l'occurrence, je pense qu'ils mettent la main à la pâte pour y arriver. Et oui, c'est malgré tout être affiché comme celui qui a échoué, alors que potentiellement, c'est pas nécessairement un échec, c'est juste que c'est une vente et que ça prend un peu plus de temps. Exactement. C'est pas facile pour eux, effectivement. Non, et pour les candidats non plus, d'ailleurs, je sais pas si tu as quelques idées de difficultés que eux vivent aussi. On le disait, c'est la difficulté de devoir afficher ses émotions, ses finances, ses difficultés parfois familiales face à la télé. Malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui arrivent dans Je veux ma maison avec « c'est mon dernier espoir ». J'ai tout tenté par le passé, ça n'a pas fonctionné. On m'a conseillé de... Venez sauver ma vente. Et parfois avec des situations très très compliquées, financièrement parlant, des crédits ponts, des dettes, etc., où on nous demande de vendre à des prix complètement rocambolesques, simplement parce qu'il y a la banque qui est là à taper à la porte en disant « maintenant c'est votre dernière chance ». Donc ça pour le candidat, c'est malgré tout se dire « je suis à la télé donc ça va fonctionner », mais je suis confrontée aux réalités du marché qui ne changent pas. Donc voilà. Oui, c'est ça. Comme tu le dis, c'est souvent des cas un peu dernier espoir. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect, il faut le rappeler, l'acheteur n'achète pas les dettes, n'achète pas le futur projet de la personne. Et évidemment, c'est ce qu'espère le vendeur, je pense, en passant dans Je vends ma maison. Donc, il y a parfois effectivement un petit contraste avec la réalité.
D'ailleurs, on parle humain depuis le début, on parle vendeur-acheteur. Ça me fait penser à Netflix, l'agence. Je ne sais pas si tu as vu ce scandale où il y a eu des accusations de fausses ventes, fausses offres. Tout est scénarisé. On est un peu obligé de rebondir là-dessus. Je pense que les suspicions ont aussi lieu sur Je vends ma maison. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Bon, pour ceux qui attendaient du croustillant, du coup, c'est pas très croustillant parce que, a priori, chez nous, il y a tout qui est vrai. C'est des vraies maisons qui sont en vente. C'est des vrais acheteurs qui achètent le bien. Et quand la vente est un échec, on le dit aussi parce que je pense que ça fait partie du métier et ça sert à rien de rendre ça tout rose. S'il n'y a pas de vente, d'ailleurs, on propose toujours au candidat de continuer l'aventure avec lui hors caméra. Et parfois, on a des belles histoires qui se concrétisent. Parfois, au bout d'1 an, je pense à plusieurs histoires qui se sont concrétisées ou sur lesquelles on a pu faire un « que sont-ils devenus » la saison suivante parce que ça arrive et parfois il y a juste des transactions qui mettent plus de temps. Voilà, la seule chose qui change un petit peu, c'est de se dire que c'est pas toujours la personne qui va acheter qui visite, parce que tu l'as dit très justement, tout le monde n'accepte pas d'être affiché à la télévision. Autant les candidats ils viennent de manière proactive, autant les personnes qui visitent, elles sont un peu prises au dépourvu en disant « Au fait, ce bien, il est sélectionné pour une émission TV. Est-ce que vous acceptez d'être filmé ?» Les gens, ils sont parfois là. Non, en gros, j'ai pas du tout envie d'être dans cette démarche-là. Donc ça, c'est un peu ce qui change par rapport à la réalité, enfin ce qu'on montre à la télévision versus ce qui est le cas dans la vraie vie. Mais toutes les offres sont vraies, toutes les maisons sont en vente via WeInvest, en tout cas pour la durée du tournage. Et il n'y a rien de très croustillant à se mettre sous la dent ici. Mince. Et tant que je suis avec l'agence, on a aussi quelques petites remarques comme quoi on les aurait copiées par rapport au gang. Une réponse. C'est vrai que le gang, c'est un hasard, mais on avait aussi un gang chez WeInvest. Mais c'est vrai que les deux, que ce soit l'agence ou Je vends ma maison, on est sortis à peu près au même timing. Et du coup, il y a des similitudes qu'on n'aurait pas pu copier parce qu'on était en tournage en même temps de notre première saison. Ou en tout cas, ils sont arrivés, je pense, avec quelques mois d'avance sur nous au niveau de la diffusion, mais on était déjà en tournage quand la première saison de Je vends ma maison est sortie. Le seul similitude que vous pouvez trouver, c'est au niveau de l'identité graphique. On a été fan avec Thomas de l'identité graphique de l'agence et du coup, on a essayé de retrouver un peu ces patterns colorés qu'on retrouve dans l'agence et dans Je vends ma maison, mais pour le reste, le gang existait bien déjà en amont chez WeInvest et on s'est dit, tiens, c'est chouette de pouvoir le réintroduire. On était assez surpris de voir que chez les Kretz, ça se passe aussi comme ça. Donc voilà, hasard. Dans la vraie vie, on gang aussi quand il y a des ventes. Donc voilà, ça n'a pas été créé sur base de ce que... Non, et c'est comme les bonbons chez nous, c'est aussi une tradition. C'est pas du tout quelque chose qui a été créé pour Je vends ma maison. On offre un paquet de bonbons parce qu'on trouve que le champagne, c'est un peu vu et revu. Et du coup, quelque chose de beaucoup plus familial, convivial. En plus, une bouteille de champagne, c'est consommé le jour même. Le pot de bonbons, a priori, sauf si vous êtes très gourmand, il est là pour rester, quoi. On espère que ça dure un peu plus qu'une journée parce que sinon, votre dentiste va venir vous voir. Oui. On parle justement de ce qu'on fait dans la vraie vie. Où est finalement cette limite entre la réalité et ce qui se passe à la télévision ? Je pense que tout ce qui est homestaging est davantage poussé dans Je vends ma maison. Dans une vraie transaction, on va potentiellement avoir le conseil d'épurer, évidemment, de retirer tout ce qui est effet personnel, mais on n'aura pas une Anouchka qui vient systématiquement changer l'ensemble de la décoration, etc. Parce que je pense que c'est important en tant qu'acheteur de pouvoir faire abstraction de cette décoration. Là, de nouveau, on essaye de mettre un petit coup de pouce dans le dos des candidats et trouver tous les moyens pour contrer chacune des objections. Le homestaging en fait partie. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui peut-être est davantage poussé dans l'émission. De manière générale aussi, il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence dans l'émission parce que c'est pas du tout sexy télévisuellement parlant. Il se passe rien, c'est de la patience, c'est de la négociation au téléphone, etc. Et tout ça, on ne le montre pas dans l'émission parce que c'est chiant globalement. Donc voilà, je dirais qu'il y a des choses qui sont des curseurs qui sont accentués et puis par contre des curseurs qui sont diminués ou carrément mis sous silence, comme tu le dis, parce que
oui, émission TV oblige et on doit continuer à garder l'attention de l'audience. Ouais. Je reste un peu dans cette thématique des émissions immobilières concurrentes, si je peux dire ça comme ça. Stéphane Plaza, beaucoup de gens nous confondent même avec son émission, par exemple, Maison à vendre. Qu'est-ce que tu en penses de cette comparaison ? Finalement, le concept de Maison à vendre, c'est celui qu'on est venu auprès d'RTL en disant « Tiens, ça c'est quelque chose qui est intéressant et pourquoi pas la faire à la sauce belge ?» Parce que le Belge a une brique dans le ventre. Moi, je ne comprenais pas comment on n'avait pas une émission belgo-belge. Parfois, c'est difficile de se projeter dans les prix de l'immobilier français parce qu'ils sont très différents du nôtre, que ce soit au niveau Paris, mais aussi en province. Parfois, on se dit « Waouh, la différence de prix, c'est assez dingue !» Là où en Belgique, c'est un peu plus lissé, plus petit pays. Donc voilà. Donc, je vais pas cracher sur Stéphane Plaza. Il a fait des choses très bien au niveau télévisuel. Par contre, ça nous a un peu desservi, je pense, le métier d'agent immobilier a été un peu desservi par Stéphane Plaza, notamment avec son émission Chasseur d'appart, parce que les gens avaient tendance à penser qu'un agent immobilier, il allait chercher les biens à la place, pour le compte d'un client. Or, en Belgique, en tout cas, le rôle d'un agent immobilier, c'est pas du tout ça. Il est mandaté par le propriétaire pour vendre un bien et c'est finalement plutôt dans son intérêt à lui qu'il va travailler, aller chercher la meilleure offre, les meilleures conditions, et je ne parle pas nécessairement de prix, mais les meilleures conditions pour son client qui est le propriétaire et qui le paye. Donc voilà, je pense que cette émission Chasseur d'appart a créé un peu des torts et a créé des confusions pour les clients. Oui, parce que finalement, chasseur d'appart, c'est un métier qui existe. C'est juste pas celui d'agent immobilier. Il faut se tourner vers quelqu'un d'autre, vers les bonnes personnes, mais ça existe. Mais il faut comprendre où est la limite du métier d'agent immobilier. Toi, finalement, parmi toutes les histoires de J'en vends ma maison, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué sur 3 saisons, du coup ? Écoute, j'ai ma petite histoire chouchoute. Okay. C'est celle de Ariane qui avait vendu sa maison avec Geoffrey. C'était une dame qui avait un peu le syndrome du Diogène et qui s'était un peu laissée dépasser. Et donc, voilà, ça avait été hyper enrichissant de pouvoir l'aider, de pouvoir désencombrer sa maison et lui faire un vrai avant-après. Et puis, en fait, pendant l'émission, on a eu un petit retournement de situation. Elle a reçu une lettre comme quoi sa maison allait être saisie. Et donc, j'en ai des frissons. Grâce à l'émission, on a pu demander d'avoir un petit délai supplémentaire. On a pu prouver que la maison était bien en vente, qu'il y avait des visites, qu'il se passait des choses et qu'on avait juste besoin d'un peu plus de temps. Et finalement, ça a payé parce qu'elle a été vendue, mais elle a surtout été vendue au-dessus du prix. Donc, ça lui a permis de rembourser toutes ses dettes et de racheter un petit appartement. Donc, c'était un peu mon histoire. Ton histoire chouchoute. Oui, c'est ça. T'en as une, toi, sur les 3 premières saisons qui t'a marqué aussi ? Moi, je penserais à l'histoire d'Aurélien et sa famille. C'était la première saison, c'était avec Daniel et peut-être parce que c'était la première saison qu'elle m'a particulièrement marquée, mais ils avaient aménagé une cabine électrique en maison, en loft. Donc, c'était une maison ultra atypique. Autant dire que dans la base de données Winvest, on n'a pas nécessairement les acheteurs qui cherchent ce genre de choses. Donc, voilà, ça a été un challenge aussi bien immobilier. Et puis, la famille était adorable. Ouais. Et puis, je me rappelle aussi que Daniel avait été faire du rappel depuis le sommet de la cabine électrique jusqu'en bas pour faire un peu du show de nouveau. Nos agents se donnent. Voilà, exactement. Donc voilà, je dirais que c'est l'histoire qui me vient en tête quand tu me demandes mes petits chouchous à moi. Je peux comprendre. Cabine électrique, c'est pas tous les jours. On n'a pas ça dans enregistrer vos critères de recherche. Quel type de bien ? Cabine électrique, ça fait pas partie des propositions. Non. Peut-être un peu moins dans l'émotionnel, un peu plus dans le rationnel. Au niveau business, est-ce que tu as pu constater des vrais impacts pour WeInvest ? Pour WeInvest, oui. Pour les agents immobiliers aussi. Ils disent que, en tout cas, ceux qui perdurent dans le temps, je pense à Christina qui est là depuis 6 saisons. Elle dit qu'on la reconnaît dans la rue. Il y a le téléphone qui sonne exprès pour confier la maison à ces agents immobiliers-là. Donc, oui, il y a vraiment... On se rend compte que Je vends ma maison n'est plus une émission en tant que telle, mais c'est devenu un rendez-vous quotidien des Belges, enfin hebdomadaire plutôt, pour ces fins d'année. Donc voilà, autant les
je dirais pas que le lancement a été lent, mais clairement, les résultats étaient bien au-deçà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on est top 15 des émissions francophones, tout confondu, donc belges et françaises en Belgique. Donc, c'est déjà un beau palmarès. On a atteint la saison 5, le million de vues tout cumulé, donc hors un replay. Donc, c'est quand même assez, ça, c'est un beau impressionnant, assez... Allez, c'est une fierté globalement de se dire on atteint cette audience-là. Donc on voit vraiment qu'au fur et à mesure des saisons, il y a on se rend compte de plus en plus que c'est WeInvest qui est associé à cette émission, ce qui n'était peut-être pas nécessairement le cas parce qu'on reste subtil globalement. On n'a pas le droit de le mentionner à l'audio. Par exemple, ça c'est aussi une subtilité qu'il faut savoir. On n'a pas le droit de dire WeInvest oralement. Donc voilà, le lien entre l'émission et WeInvest se fait de plus en plus fort et la reconnaissance de l'expertise de nos agents aussi. Voilà. Allez, du coup, en même temps, on se dit, après 6 saisons, on se doutait bien qu'on allait avoir des retombées. Hein. Oui. Et du coup, en parlant de retombées, qu'est-ce que toi, tu retiens humainement ou professionnellement de ce challenge ? Humainement parlant, je pense que tu le sais, on suit pendant des mois l'histoire de personnes qui ont parfois des parcours un peu cabossés, donc on peut pas sortir de cette émission sans être touché par ça, on découvre des réalités qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir. Et alors professionnellement parlant, je pense qu'alors là une émission télé c'est du multitâche extrême. Il y a cet aspect relationnel, gestion de projet avec RTL, il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect gestion, organisation. Honnêtement, c'est complet. C'est du 360 et donc c'est évidemment hyper enrichissant. Si maintenant je te donne la possibilité de rêver un peu, qu'est-ce que tu imagines pour Je vends ma maison, si tu pouvais, je sais pas, faire un spin-off, imaginer quelque chose de différent pour l'émission, qu'est-ce que tu dirais ? Je pense qu'une frustration qu'on connaît, toi et moi, dans Je vends ma maison, c'est de se rendre compte qu'elle ne reflète pas l'ensemble des challenges de l'agent immobilier. Et du coup, pour ça, on sait qu'une transaction immobilière, c'est pas toujours le plus sexy et qu'on n'arrivera pas à avoir RTL on board pour montrer vraiment toutes les facettes. Donc, on a pris un peu la tangente et on a créé cet été Immo Stories. Et là, c'est l'inverse. C'est une vente et un achat qui sont divisés en 8 épisodes chacun pour vraiment montrer chacune des étapes. Et encore, même déjà dans ce cas-là, on a dû réduire un peu et rendre ça un peu visuellement attractif. Mais donc pour vraiment montrer la partie immergée de l'iceberg du métier d'agent immobilier et toutes les étapes qu'on doit passer avant de faire une vente. Version internationale, il n'y a encore rien qui est concret, qui est conclu, mais avec le départ de Stéphane Plaza suite aux différents scandales, il y a une opportunité qu'on puisse potentiellement aller en France avec un rachat des émissions par M6 qui est dans le même groupe que RTL. Donc voilà, ça serait une sacrée consécration puisque WeInvest est aussi en France. Donc que ce soit racheter les émissions belges ou alors créer la version française avec nos émissions, ce serait un sacré milestone. Peut-être un petit teaser que tu es en train de nous faire pour l'avenir de Je vends ma maison. Mince. Mais voilà, on est en discussion. Pour rester un peu dans le croustillant, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter en termes de candidats insupportables, en termes de moments gênants ? On veut ce qu'on ne peut pas savoir, en fait. Des candidats insupportables, il y en a chaque saison, ça on ne va pas se le cacher. Principalement parce que je pense qu'ils sont stressés, ils sont nerveux, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu et oui, on le disait, c'est des divas parce qu'on est dans le cadre d'une émission. Un candidat n'est pas la même chose qu'un vendeur. Faut qu'on se rende compte et je pense qu'on avait tendance à le minimiser au moment de démarrer une émission TV. Donc voilà, des chieurs, il y en a à chaque saison, des gens qui ne veulent pas entendre raison, etc. Et on ne peut pas leur jeter la pierre non plus. Mais donc voilà, et puis des histoires glauques. Tu parlais tout à l'heure de ton syndrome de Diogène. Moi j'ai eu ça aussi, première saison, avec des gens qui étaient vraiment avec une hygiène déplorable, au point où le monteur, où le cadreur était obligé de
slalomer. De slalomer, c'est vraiment ça. Entre les mouchoirs usagés, on a trouvé une souris morte sur le parquet de la cuisine et la propriétaire n'avait même pas l'air d'être offensée. Ah oui, c'est sûrement le chat qui l'a ramené. Enfin voilà, c'était parfois aberrant. On te propose, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Non, c'est gentil. J'ai pris ma bouteille d'eau. donc voilà, pas du tout des gens mauvais, mais par contre, un niveau d'hygiène parfois compliqué. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que je peux en parler parce que de toute façon, ce n'était finalement pas diffusé à la télé. Mais on a eu une année un charmant petit monsieur, vraiment très sympathique, mais pareil, peut-être pas tout à fait avec les mêmes notions d'hygiène que ce qu'on pourrait avoir, qui nous, du coup, faisait visiter sa maison avant qu'on la filme, et qui nous explique que, voilà, dans sa cave, il y a ce sorte de trop-plein de la fosse septique qui est là, une eau un peu usagée, on va dire. Et donc, le producteur lui demande, mais comment est-ce que tu vides cette eau? Il dit, il y a une pompe dedans. Et donc, il plonge sa main dedans pour appuyer sur la pompe et vider. Donc, déjà là, nous, il y a un premier qu'est-ce qu'on vient de vivre. Et puis, 5 minutes après, le caméraman arrive et hop là, il lui serre la main. Donc, on s'est tous regardé. Le caméraman, le pauvre, n'était pas au courant de ce qui s'était passé avant son arrivée. Mais donc, voilà, petite anecdote aussi dans le même style où voilà, ça nous a fait rire, le caméraman peut-être un peu moins, mais c'est sûr que ça fait partie des moments gênants qu'on n'oubliera pas. À mon tour de poser la question un peu philosophique de la fin, ça fait donc 6 ans maintenant que Je vends ma maison est lancée. Qu'est-ce qui te rend le plus fier au final dans cette émission ? Je dirais que ce pari est réussi globalement. Si les audiences ne font qu'augmenter année après année, s'il y a toujours de l'intérêt pour l'immobilier, parce qu'on s'était peut-être dit un peu, est-ce qu'on n'a pas passé le momentum? Est-ce que c'est pas un effet de mode l'immobilier? Est-ce que ça va pas retomber, notamment avec les contextes immobiliers et énergétiques qu'on connaît? Est-ce qu'on va pas perdre cette attractivité? Et finalement, c'est loin d'être le cas. Donc voilà, ça reste... de manière générale, avoir une émission TV, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on est passé de petites agences start-up bruxelloises à avoir son émission sur la première chaîne nationale francophone? On a tendance à l'oublier au quotidien, mais c'est juste waouh, se dire c'est nous en fait. Donc voilà, on est peut-être souvent le nez dans le guidon à se dire c'est devenu normal parce qu'on est la 6e saison, etc. Mais quand on prend un peu de recul, on se dit c'est quand même chouette. C'est quand même un gros projet, oui. On s'habitue un peu vite à l'exceptionnel, mais ça reste exceptionnel. C'est pas quelque chose de commun d'avoir sa propre émission. Et, tu peux être fière d'avoir été l'élan qui a mené à ça. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, donc un tout grand merci à toi. Peut-être pas assez de croustillant pour certains qui cherchent du scandale, mais en toute transparence finalement. Exactement. Écoute, un tout grand merci à toi de m'avoir permise de partager un peu tous ces backstage et revivre aussi un peu ces souvenirs. Et puis tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore Je vends ma maison, tous les dimanches, du 26 octobre à 18h, c'est bien ça. 18h05 si on veut être précis. Et puis en replay sur RTL Play. C'est ça.